C'est encore toujours un réel plaisir de nous retrouver dans le cadre de votre livraison vers Info, Madame, Messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine des questions environnementales et de développement durable qui sera consacré uniquement à la question de l'ordonnance loi portant secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Le gouvernement, à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, a déposé en novembre 2024 un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14 de 2014 relative à l'électricité en République démocratique du Congo. Vous le savez, ce secteur a été libéralisé il y a 10 ans. Quel bilan établir de cette loi? En tout cas, la société civile de la République démocratique du Congo ne pouvait pas rester amorphe par rapport à cette situation. Voilà pourquoi certaines organisations comme le réseau Mwangaza est monté au créneau pour fustiger les comportements du gouvernement d'avoir déjà d'ailleurs promulgué l'ordonnance de loi sur le secteur de l'électricité. Nous avons rencontré les membres du réseau Mwangaza, Maître Eric Kassongo qui en est le porte-parole, le coordonnateur Emmanuel Moussouyou et Christian Kabongo qui sont des membres en tout cas du réseau Mwangaza, avec qui nous avons échangé sur le fondement même de cette loi, sur la proposition qu'est fait la société civile ou encore le réseau Mwangaza pour en ce qui concerne la modification et la promulgation de cette loi sur l'électricité en République démocratique du Congo. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse suivre les échanges que nous avons eus avec ces réseaux, les réseaux Mwangaza donc, en ce qui concerne la promulgation de l'ordonnance de loi portant secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Nous sommes le réseau Mwangaza. Le réseau Mwangaza, c'est un réseau qui regroupe aujourd'hui 8 organisations de la société civile basées dans différentes provinces. Déjà ici, on peut citer Kinshasa avec des organisations comme CODED, Ressources Mater Secorap, dans le Haut-Katanga avec WARS, dans le Lualaba avec IBGDH, dans le Kasaï avec Krang Kasaï oriental. Nous avons, n'est-ce pas, aussi des organisations dans les provinces du Nord Kivu, où nous avons AfriWatch. Sud Kivu, nous avons JPT. Et finalement, en Ituri, où il y a, n'est-ce pas, l'organisation CDC Ituri. Donc, comprenez que ces organisations aujourd'hui sont très mécontents, pas que ces organisations, mais avec l'ensemble des parties prenantes, sont mécontents de la procédure engagée par le ministère de Ressources hydrauliques et électricité en promulguant, en faisant d'abord valider le projet de loi modifiant la loi portant ou relative au secteur de l'électricité. Et par la suite, le chef de l'État l'a promulgué depuis le 5 février 2025. Et donc, le réseau n'est pas content, premièrement parce qu'il y a le problème de consultation et de participation des acteurs. Le ministre a fait valider ce document, ce projet de loi bien évidemment, sans pour autant se rassurer que toutes les parties prenantes sont informées et sont concernées par la procédure. Mwangaza n'est pas du tout d'accord avec ce projet de loi parce que ce projet de loi, même si la participation n'a pas été constatée, ce projet de loi viole les procédures légales pour la validation. On est en train de parler ici d'une ordonnance loi qui a été validée et promulguée à partir d'un conseil des ministres, d'une réunion de conseil des ministres, mais elle devait normalement passer pour discussion au niveau du Parlement. Le Parlement devait prendre une loi d'habilitation pour donner justement le pouvoir au ministre de valider et de faire avancer le dossier. Mais ici, on est dans un processus où le Parlement n'a pas donné d'habilitation au gouvernement pour traiter de la question de l'électricité, mais par magie, on a vu que ce document est passé et il a été promulgué. Mwangaza n'est pas d'accord parce que au-delà du fait qu'elle n'a pas participé à ces discussions, pas seulement elle, comme on le disait avec d'autres parties prenantes, ce document n'est pas profond. Il y a beaucoup de questions qui devaient aujourd'hui être prises en compte dans la réforme de la loi, mais les ministres n'ont privilégié que des questions pour lesquelles ils se sentaient à l'aise. Et donc nous, nous estimons qu'avec tous les efforts que le réseau Mwangaza et des organisations de la société civile ont pu apporter dans le secteur de l'électricité, vous vous souviendrez par exemple l'année passée,
Le réseau Mwangaza est parmi les acteurs qui avaient célébré le 10 ans de la loi. À côté de la célébration, elle avait identifié plusieurs lacunes. Et aujourd'hui, on voit que la plupart de ces lacunes identifiées n'ont pas été prises en compte. Finalement, on se pose la question si cette réforme engagée vient pour effectivement booster le développement du secteur de l'électricité avec un impact direct sur l'accès pour tous à l'énergie, ou cette réforme ne vise que les ressources, n'est-ce pas, en rapport avec le processus, n'est-ce pas, de l'initiative M300, qui est une initiative lancée par la Banque mondiale et la BAD, bien évidemment avec d'autres acteurs, pour laquelle le ministère, à travers son compact énergie, doit accéder à un certain nombre de fonds pour le pays. Et donc, on se pose la question si ce sont les fonds qui motivent la réforme ou c'est la finalité qui est l'accès pour tous à l'énergie qui doit motiver la réforme. Au-delà de cela, vous avez des textes de mise en œuvre qui avaient été prévus. Les premiers textes de mise en œuvre ont commencé à être publiés, si je ne m'abuse, 3 ans ou 4 ans après. La loi est promulguée en 2014. On a commencé à voir les premiers textes de mise en œuvre être publiés fin 2017, courant 2018, avec le concours de l'USAID qui avait accompagné le gouvernement à cette époque-là. Et juste après ça, une bonne partie des textes de mise en œuvre qui devaient suivre n'ont pas non plus été suivis. Donc la conséquence sur le terrain, c'est quoi? C'est que du côté, par exemple, de la libéralisation du secteur. Libéralisation voulait dire que voilà, on invite les secteurs privés à venir. Or, les secteurs privés devaient être organisés sous la direction, la gestion de l'autorité de régulation. Alors, imaginez un scénario où l'autorité de régulation qui doit contrôler, organiser les secteurs privés, elle-même peine à être mise en œuvre. Déjà, on avait déploré les désordres qu'il y avait, alors que la loi existait et que la loi désignait les institutions, les autorités chargées, par exemple, de délivrer des contrats de concession. Ben, vous aviez encore des concessions qui avaient été octroyées à l'époque par les ministres, alors que la loi ne lui donnait pas cette autorisation-là. Il y a eu comme ça des situations exceptionnelles avec la lourdeur administrative que l'on connaît de notre administration congolaise, qui fait que pour obtenir un document, on vous crée des étapes et des étapes. Les secteurs privés n'ont pas évolué, parce que nombre de ceux qui avaient manifesté le désir de pouvoir opérer dans les secteurs ont dû renoncer à cause de la lourdeur administrative. Et le peu qui se sont lancés se sont vus confrontés à une taxation qui a été dénoncée avec autant de redevances et des taxes qui sont à leur niveau. Tout ça, ça met un frein justement à l'objectif. L'objectif de la loi, c'était quoi? En libéralisant, booster l'accès à l'énergie. Or, si l'on parlait de 9% d'accès à l'électricité déjà en 2014, 10 ans après, on en est venu à parler, si pas du même pourcentage. Bon, il y a des institutions qui ont produit des documents disant qu'on a dépassé le pourcentage, mais la réalité, c'est que on n'a pas beaucoup bougé. Donc ça, c'est un des problèmes qui a fait qu'on ne puisse pas. Pareil pour l'électrification rurale. L'ANSER qui n'a pas été mise en œuvre suffisamment, ou même lorsqu'il a été mis en œuvre, des difficultés de fonctionnement, absence d'une budgétisation correcte. Et notre problème important, c'est le fait que nous avons un potentiel important en termes de sources d'énergie. C'est vrai que l'hydroélectricité passe pour être la première source et qui nous permet d'avoir des sites comme Inga, que tout le monde est en train de louer, et d'autres microcentrales, des sites pour le développement des microcentrales qui ont été découverts. Mais nous avons aussi un potentiel solaire. Ce potentiel-là est très riche et très puissante, mais très peu développé. Or, on sait que grâce au solaire, d'autres pays ont pu se développer pour améliorer leur niveau d'accès à l'électricité. La RDC n'a pas pu le faire, tout simplement parce que le secteur n'a pas été suffisamment réglementé.
liées à ce problème qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs qui veulent se lancer dans le domaine sont beaucoup plus découragés qu'encouragés. La correspondance qui a été adressée au chef de l'État, nous avons salué l'initiative. Ce que nous avons décrié, c'est la démarche. La démarche qui n'a pas été suffisamment participative, la démarche qui a exclu d'autres acteurs, la démarche qui s'est contentée de privilégier certaines réflexions, discussions qui se sont tenues entre le gouvernement et l'Union européenne, sans que les autres parties prenantes, même institutionnelles, puissent être associées. C'est là que nous disons qu'il y a un sérieux problème. On peut louer l'initiative de la réforme, elle était attendue, comme je vous dis là, mais elle n'a pas à se faire de manière précipitée, ni encore moins de manière opaque. Il faut que toutes les parties puissent participer et puissent contribuer à l'amélioration de cette œuvre. Nous saluons l'initiative, évidemment, c'était quelque chose qui était vraiment attendu de notre part, parce qu'en 2024, nous avons insisté sur la nécessité qu'on devait réellement essayer d'évaluer ces textes de loi et évidemment de pouvoir, s'il y a lieu, de compléter cela pour pouvoir permettre à ce que les choses puissent bien marcher. Évidemment, à notre grande surprise, comme Maître Lick l'a dit, c'est qu'on a validé les textes et ces textes ont été adoptés sans pour autant que nous puissions vraiment donner nos inputs, donner nos préoccupations, parce qu'évidemment, comme vous le savez, les secteurs, ce n'est pas seulement le ministère de tutelle, il y a le privé, il y a la société civile, et surtout nous, la société civile, nous sommes ces acteurs qui travaillons vraiment à côté de la population, et nous connaissons les réalités du terrain, et donc nous pensions que nous allons être associés pour pouvoir apporter nos contributions par rapport à cette réforme, parce que nous avons eu à faire des travaux de recherche, et nous avons des propositions à faire. Et donc, les grandes questions que nous nous sommes posées par rapport à cette réforme, la première question, je dirais, c'est que est-ce que la réforme, telle que cela s'est fait, est-ce que cela a pu résoudre le problème de la fiscalité? Parce que les grands problèmes dont criaient autrefois les privés, c'était la fiscalité. Et ma réponse est non. Donc, la réforme actuelle n'a pas pu résoudre le problème de la fiscalité. Deuxième question, est-ce que cela a pu permettre à ce que il y ait l'attrait des investisseurs? Je dirais non. Quand nous regardons les textes des lois, tel que cela est fait, on ne voit pas vraiment que ceci va permettre à ce qu'il y ait l'attrait des investisseurs en RDC. Et donc, par rapport à ça, on s'est dit, pourquoi est-ce que les choses se sont passées très vite en lieu et place de pouvoir faire asseoir toutes les parties prenantes, discuter et prendre les préoccupations de toutes les parties prenantes pour pouvoir proposer quelque chose qui sera accepté par tous. Parce que ça fait 10 ans et nous ne savons pas si après 2 ans où ils vont encore, peut-être ils vont nous prendre 20 ans ou 15 ans pour pouvoir nous réunir encore, pour pouvoir faire encore de telles réformes. Et c'est ça, c'est que nous nous fustigeons. Nous pensons que pendant qu'il y a cette opportunité qu'on est en train de réviser les textes de loi, il y a lieu qu'on puisse réellement rassembler toutes les parties prenantes, essayer de prendre en compte les revendications de toutes les parties prenantes pour qu'on puisse adopter et modifier une fois ces textes de loi afin de faire booster les choses et qu'il y ait le développement du secteur de l'électrification en RDC. Le ministère, certes, a organisé des consultations, d'ailleurs que nous n'appelons pas consultation. C'était une séance d'information sur le programme Compact. J'ai mentionné Compact, qui est justement un instrument pour la mise en œuvre de l'initiative M300, c'est-à-dire électrifier 300 millions d'Africains que la Banque mondiale a mis en place et la RDC est partie prenante. Et donc, comme conditionnalité pour chaque pays partie prenante, il faut développer cet outil qu'on appelle Compact, qui est comme un plan d'action pour la mise en œuvre au fait de cette initiative. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont organisé des séances d'information, comme nous l'appelons, et ils appellent ça des consultations. En décembre, effectivement, le ministre était au niveau du Parlement et les documents ont été mis à côté pour que les débats puissent se faire en masse. Cela voudra dire que le Parlement, je pense qu'ils étaient déjà dans la logique que nous disons. On ne peut pas discuter à la va-vite d'une loi aussi technique, et pas seulement technique, mais d'une loi aussi importante pour le pays. Vous le savez tous qu'on dit que l'énergie est au centre du développement. Et donc, si on veut voir le développement en RDC comme le PNSD le souhaite, d'ici, je ne sais pas, 2030 ou d'ici 2050, comme on pourra le dire, il faut que la loi sur portant secteur de l'électricité ou relative au secteur de l'électricité soit une loi qui soit vraiment au centre et qu'elle puisse catalyser
jouer au fait ce rôle de catalyseur pour que le développement arrive. Et donc cette loi, aujourd'hui, telle que modifiée, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas pris en compte. Mais on est d'accord que nos organisations, bien évidemment, ont eu à faire beaucoup de revendications sur plusieurs aspects. Par exemple, la question des énergies renouvelables. On est quand même content que cette fois-là, on a pensé intégrer, même si elle est vide. On a défini la question de la transition énergétique, des énergies renouvelables, juste. Mais en dehors de ces définitions, il n'y a pas d'autres articles qui développent, bien qu'on dit qu'il y a les mesures d'application qui suivront. Il y a toute la question, n'est-ce pas, on parle d'un guichet unique dans cette loi-là pour faciliter la collecte, n'est-ce pas, des taxes, impôts et redevances. Les entreprises ont toujours demandé qu'il y ait cette structure qui puisse centraliser les différentes taxes ou les démarches pour la collecte de tout ça. Ça fait partie quand même des éléments qu'on a demandé. Si vous lisez le rapport sur la fiscalité qu'on avait publié il y a 2 ans, elle aborde clairement cette question. Mais comprenez que la loi, elle reste vide. Elle reste vide sur toutes ces notions qui ont été énoncées, mais qui n'ont pas été développées. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu consultation, on ne peut pas dire que la loi, elle est aussi bonne comme les questions que Christian s'est posées. Oui, la loi doit venir résoudre un problème. Déjà, je vous avoue qu'aujourd'hui, on a organisé il y a quelques jours un atelier des parties prenantes sur la loi. Nous avons eu des entreprises comme nous avons eu des entreprises comme GoShop, nous avons eu plusieurs entreprises qui sont aujourd'hui inquiets. Ils se disent, mais où est-ce qu'on est en train d'aller? Alors que la libéralisation repose sur la participation des privés. C'est ça la libéralisation. L'État dit que voilà, je n'ai pas assez de moyens pour développer mon secteur. Privé, venez avec vos moyens. Mais posons-nous la question, si ces privés qui doivent venir avec les moyens se sentent mal à l'aise avec la réforme, quelle sera la suite? Donc c'est ça notre inquiétude. Et donc on estime qu'aujourd'hui le ministre doit ramener tout le monde autour de la table, pas seulement le ministre, mais le gouvernement, parce que le document a été validé au niveau du gouvernement. Et donc, il faudrait qu'on considère que c'est une bonne étape de penser à la réforme, parce que nous l'avons demandé, et c'est bien de penser à la réforme, mais cette réforme doit être inclusive, mais cette réforme doit ressortir les éléments clés qui doivent aider les secteurs à avancer. Et les éléments clés, on a parlé de la fiscalité, on a parlé, il faut qu'il y ait des mécanismes pour rassurer et sécuriser surtout les investissements. Cette nouvelle loi n'aborde pas la question de la sécurisation des investissements. Pourtant, c'est un maillot assez important dans la réforme. Pourquoi on parle de la sécurisation des investissements? Quelle est cette entreprise aujourd'hui qui est prête à aller investir à l'Équateur? Qui est prêt à aller investir dans l'ancienne province du Bandundu? Tout le monde dit que là-bas, le coût d'achat est trop faible. Donc, il y a risque de ne pas retourner sur son investissement. Mais le gouvernement, dans la réforme, devait réfléchir concrètement sur comment on sécurise au fait ces investissements dans ce coin où on estime que le pouvoir d'achat est faible. Vous comprenez? Et donc, ce sont des questions assez importantes. Il y a la question même de la mobilisation des ressources. La loi n'a rien dit aujourd'hui sur comment mobiliser les ressources privées, les ressources publiques pour financer le secteur de l'électricité. Alors que un des problèmes majeurs dans les 10 ans passés, c'est que le secteur a souffert des investissements. Comment on débloque ces questions-là? Ce sont des questions essentielles qui n'ont pas été abordées dans la loi et on estime que le processus doit être refait. Nous ne demandons pas parce qu'on veut profiter de quelque chose. Nos organisations, telles que nous sommes là, ont beaucoup contribué au secteur depuis 10 ans. Aujourd'hui, on se pose même la question où est passée la politique nationale de l'énergie. Parce qu'en réalité, cette réforme devait être fruit de la politique de l'énergie. Elle est sur la table du ministre. Pourquoi on n'a pas commencé par valider d'abord et promulguer une politique qui donne la vision et l'orientation du secteur pour par la suite aller dans des réformes spécifiques? Donc l'ensemble de tout ce problème nous met vraiment en insécurité et on est très inquiet de voir que les choses sont allées très vite. Malheureusement, on a l'impression comme si c'est plutôt, n'est-ce pas, les gains qu'on veut tirer de M300 qui motivent, alors que la motivation devait être tirée des vraies conséquences, n'est-ce pas, des vraies leçons tirées des 10 ans de l'application de la loi.
C'est à quoi nous avons quand même insisté pour qu'il y ait une sorte de commission ad hoc qui puisse réfléchir ensemble avec les équipes du ministère pour voir comment on peut rectifier les tirs. Parce que vous devez savoir que d'un point de vue procédure institutionnelle, la loi qui est promulguée a encore besoin d'une validation au niveau, d'une ratification au niveau du Parlement. Et à ce que je sache, à moins que j'ai raté l'information, je vais me faire corriger, cette loi n'est pas encore ratifiée au niveau du Parlement, puisque c'est une loi qui a été promulguée dans un moment particulier où le gouvernement a sollicité une loi d'habilitation pour légiférer. Hein? Les matières légales sont exclusivement réservées au Parlement. Mais le gouvernement a sollicité d'intervenir sur une matière légale pour que les parlements puissent l'autoriser à agir. Et donc, de cette manière-là, une fois que la loi est promulguée, cette loi doit retourner au niveau du Parlement pour être ratifiée. Alors nous avons estimé que c'était un moment sur lequel on pouvait jouer pour voir dans quelle mesure, avec tout ce que nous faisons comme revendication, le gouvernement pouvait rectifier les tirs et voir dans quelle mesure des recommandations peuvent sortir du Parlement avant la ratification pour que ça soit changé. Mais apparemment, ça semble ne pas être la position du gouvernement qui n'attend que le Parlement puisse valider les textes tels qu'il est. Autre chose, c'est que pour revenir un peu à ce qu'Emmanuel disait, on ne le dira jamais assez, l'électricité est un service public. Un service public qui est dû à la population par l'État, donc par les institutions publiques. Donc lorsqu'on libéralise les secteurs et qu'on invite les opérateurs privés à venir prêter main forte au gouvernement, le minimum, c'est que le gouvernement puisse donner certaines facilités. Parce qu'il s'agit des prérogatives régaliennes, comme on dit, qui reviennent au gouvernement. Et donc, lorsque quelqu'un vient vous aider, vous lui facilitez la tâche. Vous n'alourdissez pas les conditions pour quelqu'un qui vient vous aider. Or, non seulement pendant les 10 ans, les secteurs privés s'est vu crouler sous des taxes énormes, mais la réponse à leurs multiples plaintes que nous avons même portées pour dénoncer, notre collègue de Corap a publié un document sur la fiscalité qui coule sur le secteur, plus de 80 taxes. On n'a pas vu cette réponse-là apparaître dans... Ce qui fait que même le secteur privé n'est pas content de ce qui est. Donc pour revenir à ce qu'il y a, à ce qu'on a fait, nous sommes dans la démarche de vouloir ramener vraiment les discussions sur la table et de montrer que voilà, la démarche a été trop précipitée. Nous savons que, on a mentionné ici les programmes, les projets M300, la vitesse avec laquelle le gouvernement est en train de courir, c'est à cause du programme M300. La Banque mondiale peut avoir demandé à certains gouvernements qui veulent participer de faire des réformes. Nous sommes d'accord qu'on fasse des réformes pour que le gouvernement puisse s'aligner et être éligible à la manne qui est proposée dans le cadre du programme M300. Mais faisons-les dans les normes, faisons-les de manière participative, faisons-les de manière à ce que toutes les questions puissent être abordées en toute transparence, pas de façon précipitée comme ça l'a été. Et donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, les textes ici qu'on a publiés au journal officiel, que vous voyez ici, reprend le premier texte initial qui a été promulgué en 2014, sa première modification en 2018 et la modification de 2025. Mais j'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc le prochain viendra quand? Parce que 2 modifications et on n'a pas résolu le problème. C'est ça que nous décrions. Pourquoi ne pas régler le problème en une fois et avec surtout les experts du secteur pour ne pas être le seul à porter la réforme? Voilà. Parmi les actions et la manière dont nous pensons avancer pour pouvoir réellement
en quelque sorte bloquer un peu la machine et ramener tout le monde sur la table pour pouvoir discuter sur les vrais problèmes. Nous comptons normalement, évidemment, donc nous avons voulu évidemment passer via les ondes des radios, télévisions pour pouvoir évidemment faire passer nos messages, passer déjà nos préoccupations. Parce que là, nous disons que nous avons besoin évidemment de recourir rapidement au niveau du Parlement. Parce que nous pensons que ce texte doit normalement être validé au niveau du Parlement. Et donc, nous comptons normalement rencontrer la Chambre permanente au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, pour pouvoir commencer déjà à discuter avec eux par rapport à nous, Réseau Mwangaza, nous avons des propositions, des textes que nous pensons que ça vaut la peine que cela soit amélioré. Et nous allons voir les échanges avec la Chambre permanente au niveau du Parlement, comment est-ce qu'ils vont et analyser nos propositions, s'ils vont accepter que cela soit débattu lors du retour des activités au niveau du Parlement. Évidemment, on va leur donner cela afin qu'eux portent cela. Ça, c'est ce que nous pensons déjà dans la démarche. Nous disons évidemment, nous allons commencer au niveau de la Chambre permanente qui est là, commencer nos discussions avec eux et leur soumettre nos propositions, voir dans la mesure possible comment est-ce qu'eux peuvent porter vraiment ces revendications au niveau du Parlement. Et au-delà de ça, comme une autre mesure, nous disons qu'évidemment, nous allons écrire au ministre de tutelle, évidemment, une fois de plus, pour pouvoir voir s'il pourra nous recevoir, discuter avec lui. C'est vrai, c'est déjà passé au niveau du journal officiel, nous les connaissons et on va dire qu'évidemment, c'est déjà fini. Donc, mais nous pensons qu'il y a lieu de voir comment, évidemment, revenir encore autour de la table en essayant de montrer au ministre ce que nous avons comme proposition, des textes qui doivent être améliorés. Et évidemment, si au niveau du Parlement, nous avons la chance que nos propositions passent au niveau du Parlement, évidemment, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a lieu qu'il y ait peut-être des modifications provenant de ce que nous allons proposer au niveau du Parlement. Ça, c'est en termes d'action que nous pensons mener dans les jours à venir. Donc, on va aller vers le Parlement, la Chambre permanente, et on va peut-être aussi trouver des députés qui, évidemment, travaillent un peu dans les départements, dans les sections énergie, pour pouvoir voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent vraiment porter vraiment ces fardeaux que nous avons par rapport à ces textes. Parce que c'est ces textes qui, normalement, va permettre à ce que les secteurs puissent être boostés, qui va permettre à ce que tout marche de mieux dans les secteurs de l'énergie. Et si ces textes, nous sommes en train d'échouer, comme Maître Eric l'a dit, 2 fois déjà des modifications, mais on sent qu'il y a encore des matières qui restent à traiter et nous savons que c'est la loi qui réglemente tout. Et au stade actuel, pour nous, il y a encore des lacunes et des vraies lacunes. Et nous pensons que ça vaut la peine que ceci soit débattu au Parlement avec vraiment des personnes qui sont attitrées de pouvoir porter ces combats avec nous. Et nous osons croire qu'il y aura, cela sera accepté au niveau du Parlement et nous pourrons avoir peut-être des amendements dans ces textes de loi. On n'est pas en train de compter sur la chance. Et je voudrais aussi dire que le réseau Mwangaza n'est pas en guerre contre le ministre. Le réseau Mwangaza, c'est l'ensemble des acteurs qui sont très importants pour le secteur de l'énergie, qui ont travaillé depuis des années, qui connaissent les réalités, qui connaissent les acteurs, et pas seulement dans les plaidoyers, mais qui ont contribué de façon conséquente au développement du secteur de l'électricité. Maître Eric a parlé de la loi de 2014. 2014, c'est 10 ans. Mais rassurez-vous que nous avons été à la loi de 2014. Nous avons été un des acteurs majeurs aux mesures d'application que nous avons aujourd'hui. Nous avons été un des acteurs majeurs sur le développement, sur la politique de l'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes capables justement d'apporter des propositions concrètes sur la table du ministre. Elle a été modifiée 3 fois. Nous estimons que ce n'est pas non plus la fin. Et la question pour nous, c'est pourquoi on modifie? Parce que si on revient un peu en arrière, la première modification est intervenue le 13 décembre 2018. La deuxième, elle arrive, n'est-ce pas, au 13 décembre. La deuxième arrive en février. Donc vous comprenez que la première, elle ne visait qu'un article. L'article 52 qui parlait des limites au fait de la concession.
on parlait de 25 ans dans la loi de 2014, et parce qu'il y avait des acteurs, et c'est ça qu'on décrit le fait que les modifications sont taillées sur mesure. Il y avait un acteur ou des acteurs, ou carrément le projet INGA à l'époque, où on voulait plus d'années pour la concession, et la modification ciblée a ouvert. Elle est passée de 25 ans à ouvert. C'est-à-dire que ça doit se négocier selon que les acteurs vont venir. Et celle-ci aussi arrive, elle est plus ou moins sur mesure, comme on le dit, et donc on estime qu'il est temps de faire des modifications, de faire des réformes qui découlent au fait des vraies aspirations des populations, qui découlent au fait des vrais besoins qu'a le pays, au lieu que ce soit des réformes taillées sur mesure. Même si nous avons besoin de faire avancer les choses rapidement, même si nous avons besoin d'avoir de financement pour le développement du pays, mais nous devons vraiment faire les choses de la bonne manière. Nous devons respecter les procédures. Nous devons aussi respecter les principes de participation, d'inclusivité, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous pensons que c'est possible de pouvoir encore réunir tout le monde autour de la table. Nous ne demandons pas de l'argent, nous ne demandons pas un financement. Nous avons par contre le souci du développement du secteur. Et c'est comme ça que nous venons et nous sollicitons réellement au ministre de tutelle de réellement penser à ce que nous lui demandons, de pouvoir réunir toutes les parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que nous, les membres de la société civile, qui décrions en fait ce processus, mais il y a aussi les privés. Et le réseau Mwangaza aujourd'hui a sur sa table une proposition de mesures d'application déjà écrite. Et donc, il n'y a pas que ça, sur plusieurs autres aspects. Et aujourd'hui, on est prêt à rencontrer encore le ministre, à discuter avec lui et à lui proposer ce que nous voyons comme amélioration à apporter pour le développement de ces secteurs-là. Donc, on est très ouvert à avoir, n'est-ce pas, cette collaboration aller dans le sens d'améliorer les choses. Et on est aussi, nos experts sont prêts aussi à servir pour le bien du pays, pour le bien du secteur de l'énergie. Voilà, Madame, Monsieur, c'était donc cet échange que nous avons eu avec les membres du réseau Mwangaza en ce qui concerne l'ordonnance de loi portant un secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. En tout cas, les réseaux Mwangaza comptent sur le patriotisme des députés et sénateurs parce que déjà, en ce 15 mars 2025, le Parlement va reprendre ses activités et les réseaux Mwangaza entendent saisir donc le Parlement pour demander à ce que cette loi soit réellement modifiée, cette réforme puisse aboutir et que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant dans le secteur de l'électricité parce que le taux d'accès à l'électricité reste encore faible au niveau de la République démocratique du Congo par rapport à l'Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi la société civile et particulièrement les réseaux Mwangaza entend apporter sa contribution pour que cette loi puisse réellement refléter les réalités de la République démocratique du Congo en termes de potentialité en ce qui concerne les ressources énergétiques, en ce qui concerne l'hydroélectricité, en ce qui concerne le photovoltaïque ou encore même l'éolienne parce que la RDC a la capacité d'avoir aussi cette forme d'énergie pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir, dans le cadre de cette émission Vers Info qui reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons grés de vous retrouver. Au revoir et à très bientôt pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo.